Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce 6e épisode des Seigneurs de la F1. Aujourd'hui, on va débriefer grandement du Grand Prix de Miami de Formule 1 parce qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'actualité niveau sport auto. Du coup, ce soir, je suis avec Yo. Alex est en vacances. On lui fait un bisou et on lui souhaite de bonnes vacances. Yo, comment ça va? Bonsoir, bah écoute, ça va Nico et toi? Ça va impeccable, hein. Un petit week-end de 3 jours, on n'est pas contre, hein. Exactement. Avec un petit Grand Prix quand même si c'est plus intéressant, mais un petit Grand Prix pour ce week-end. Ouais, ça, on aura le temps d'en reparler. Ouais, c'est pas le meilleur Grand Prix, et on espère que va y avoir d'autres directives pour la saison prochaine concernant ce Grand Prix ou tout du moins le format. Bon, ce soir, quel est le programme? Donc, intitulé Miami Vice, tout simplement parce que c'était à Miami. Mais en fait, on va parler grandement de ce Grand Prix de Formule 1 avec quelques données. Tout d'abord, on va commencer en fait par l'actu du sport mécanique. Ça, vous avez l'habitude maintenant dans les Seigneurs de la F1. Il n'y avait pas grand-chose à dire, mais on va dire quand même quelques mots et surtout vous préparer pour ce qui arrive la semaine prochaine avec notamment le MotoGP. On va parler F1 Academy avec le Grand Prix de Valence qui s'est déroulé ce week-end et comme on vous le disait, le Grand Prix de Miami et on transitera vers le prochain Grand Prix qui sera Imola. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Yuyo, pour le format? Est-ce que tu as déjà une reco pour nos éditeurs? Alors moi, petite chose à ajouter, pas vraiment de reco, juste la chance qu'on a eue, c'est ce week-end on était quand même aux États-Unis, qui est un petit peu la terre du sport automobile quand même, faut pas qu'on la voiture en elle-même. Et il y a quand même des sports, des catégories qui prédominent là-bas. Donc on a l'IndyCar, dont on parle assez régulièrement, donc qui sont des monoplaces comme des F1, mais aux États-Unis. D'ailleurs, à la fin du mois, il y a les 500 miles d'Indianapolis, donc je crois que c'est le week-end du 28 mai, si je ne me trompe pas. Ouais, de toute façon, je crois qu'on y reviendra Ouais, juste après dans le planning. exactement, il y a ça. Il y a la NASCAR, donc alors moi, pour ma part, je suis pas vraiment fan de NASCAR, c'est vrai que c'est long, mais une fois de temps en temps, des fois le dimanche, quand il n'y a rien à regarder, je me mets devant la télé, sur Automoto la chaîne, je regarde la NASCAR comme ça en coup de vent. Je pense que tout le monde a déjà entendu au moins une fois parler de NASCAR. Ces courses sont sur circuit ovale. Alors, certes, ils ont 3 ou 4 circuits routiers dans la saison, mais sinon, c'est vraiment de l'ovale. Ça tourne en rond sur des circuits qui sont plus ou moins grands. Et voilà. Donc, c'est plutôt de l'endurance sur circuit ovale. Et puis, on a tout ce qui est endurance avec l'IMSA. Donc, on en parle assez régulièrement également, qui est l'équivalent de notre WEC en Europe. Fameuse Wake avec notamment les 24 heures du Mans qu'on aura l'occasion de voir en juin. Voilà. Très bien, merci. Pour transitionner, on va passer en fait à l'actu sport mécanique. On vous disait qu'il n'y avait pas grand-chose, mais c'est surtout pour vous préparer à ce qui va arriver la semaine prochaine. Donc dans l'actu sport mécanique de cette semaine, il y a eu le championnat de France de GT qui s'est déroulé, si je ne m'abuse, et est-ce que j'ai la diapo? C'est Je ne Paul l'ai pas. Nogaro. Exactement. Hop, je vais retourner sur le championnat de France GT. Donc du coup, les GT, c'est quoi? C'est généralement des voitures hyper sport. Donc c'est le GT4 qu'on appelle ça. Donc c'est la Fédération française de sport automobile qui organise ça. Et donc du coup, c'était à Manicourt. Exactement, D'accord, ouais. c'était à Manicourt ce week-end. Et en fait, si vous avez l'occasion d'aller regarder, il y avait 15 000 spectateurs à Manicourt ce week-end pour aller voir le championnat de France GT. Et en fait, c'est toute une saison où en fait, il y a plusieurs catégories qui vont se disputer la course. Donc, comme un peu en endurance, vous avez présenté, il y a différentes
catégories de voitures. Et ben là, c'est à peu près le même format où en fait vous avez des différentes équipes, la AM, la Pro AM et la Silver. Et en fait, dedans, c'est différentes voitures, généralement plus des voitures, on va dire, sport ou hyper sport qui sont dedans. Et après, c'est des tours comme vous avez l'habitude. Donc, D'ailleurs, c'est accessible. Alors, je tiens à dire que c'est accessible à tout le monde sur YouTube, sur le FFSA TV. Donc, en live, il y avait le live tout le week-end sur, comment ça s'appelle, sur la chaîne YouTube, sur leur chaîne YouTube. Et donc, tout le monde peut regarder tranquillement. C'est commenté et tout. tu fais bien de préciser, oui. C'est vrai que pour le coup, c'est une chaîne quand même assez vivante. Et c'est quand même un beau signe d'avoir 15 000 spectateurs à Manicourt. Donc, Manicourt, un ancien circuit de Formule 1 du Grand Prix de France. Et c'est quand même beau d'avoir 15 000 personnes qui vont voir ces courses de GT. Donc voilà, donc c'est pour le petit clin d'œil à la GT4 et le championnat de France. Dans la suite, en fait, il n'y avait pas grand-chose dans l'autre actu sport mécanique. Mais on peut vous préparer, comme on le disait, à la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, rallye. Donc du 11 au 14 mai, un rallye du Portugal, avec surtout un beau contraste souvent entre la terre et le bitume. Et c'est là où on voit généralement, comme on le voit sur l'image, des excellents sauts. On rappelle qu'il y a une mini compétition dans le WRC cette année où les meilleurs sauts sont récompensés. Donc ça trouve qu'on verra des excellents sauts, notamment le plus long, euh, qui va arriver lors du Grand Prix du rallye du Portugal. Comme on parlait de IndyCar, ce qui se passe. Tiens, ouais. Ouais, Je te laisse terminer. Je te laisse terminer. vas-y. Tu voulais dire? Non, on déroulera le calendrier. Après, je reviendrai sur l'événement qu'il y a eu ce week-end auquel on n'a pas pensé. Ok, c'est vrai. C'est peut-être de la Formule I. Exactement, ouais. On oublie tout le temps la Formule I. C'est pour les fans de Formule I, on vous oublie pas, mais un peu quand même, des fois. Et c'est pas faute Euh, de l'avoir regardé en plus. Hein. Ah merde. Ah bah, c'est pas grave. On reviendra dessus. Bon, on va dérouler le programme et on reviendra juste après. Donc, ce week-end, Grand Prix d'Indianapolis. Donc, à pas confondre avec les 500 miles d'Indianapolis. Donc, il y a un Grand Prix d'IndyCar d'Indianapolis. Et après, il y a le 107e Grand Prix des 500 miles d'Indianapolis, le 28 mai. Donc ça, c'est vraiment à ne pas manquer. Et on espère que Romain Grosjean fera une belle perf. Et peut-être sa première victoire en IndyCar aux 500 miles. Ça serait quand même vraiment mythique et incroyable. Bon, du coup, on va parler de Formule I avant l'événement du week-end prochain, qui sera notamment le MotoGP. Du coup, tu as regardé le Grand Prix de Formule I, c'est ça, Yo? Exactement. Alors, c'était le Grand Prix de Monaco. Donc, Grand Prix de Monaco, qui dit Grand Prix de Monaco, c'est exactement le même Monaco, même circuit que le Monaco qu'on connaît pour la F1. Et pour une fois, alors, je n'ai pas fan de Formule I, mais j'adorerais voir un Grand Prix comme ça, cette saison, en F1. Il y a eu des dépassements. Alors, certes, il y a eu des safety cars, mais ça, c'est Monaco, ça, on est habitué. Et puis, l'avantage, c'est qu'on était sur des voitures qui sont pas larges. Donc, forcément, ça facilite le dépassement. Il y a eu des stratégies. Alors, certains diront que c'est à cause des économies d'énergie. Personne ne voulait être premier, bizarrement. Donc, quand on est premier, ce qui se passe, on consomme plus parce qu'on ne bénéficie pas du phénomène d'aspiration. Et donc, en Formule I, c'est important parce que l'énergie est calculée pour aller au bout de la course. Donc, celui qui est devant va consommer plus et ceux qui sont derrière vont pouvoir bénéficier de l'aspiration, justement, pour économiser et dire on va attaquer plus en fin de course. Et donc, cette année, personne ne voulait prendre la tête parce que c'était compliqué ensuite de gérer son électricité. Et ça a donné une course incroyable où certains essaient de dépasser à certains moments, d'autres ne voulaient pas dépasser. Donc on a eu Nick Cassidy qui a gagné. On a eu Jean-Yves Vergne qui est parti dernier, 22e, et qui a gagné 15 places. Ah ouais. Cassidy aussi qui a gagné en remontant, en gagnant 7-8 places. 9 places. Et tu as eu aussi Jack Dennis, apparemment, 11 places. Exactement, et Jack Dennis aussi, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça s'est bien disputé, du coup, à Monaco. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Et donc on est vraiment sur une course de Monaco où en F1, on n'est pas habitué à avoir autant de dépassements.
Ah bah, tu m'étonnes. Et il y a eu 4 DNF, c'est ça? Ouais, 4 DNF. Ouais. Et on a fini sur une voiture de sécurité, ce qui est dommage. Ouais, Crash à la ça, fin, ça c'est dommage, finir comme ça. à 2 tours de la fin, mais Bon, tout en sachant qu'on l'avait déjà précisé dans un précédent épisode, mais on va dire que la seule catégorie qui n'autorise pas à finir sous une voiture de sécurité, c'est l'IndyCar, justement, où en gros ils font un drapeau rouge direct et où on est obligé de finir sous un tour lancé. Donc peut-être ouais. des bonnes consignes à prendre en compte. Et je Du crois coup, que d'ailleurs, maintenant, on peut plus finir sur une. Comment ça s'appelle? Euh, il y a un règlement qui est passé jeudi ou vendredi où on peut plus relancer sur un drapeau. Après un drapeau rouge, faire un départ lancé, un départ arrêté mm, quand il reste 2-3 tours en ok. F1. Ouais, donc du coup, ça sera forcément du départ lancé, quoi. Exactement, ouais. Ouais. À voir si c'est la bonne pratique, parce qu'on se souvient que des départs lancés, des fois, ça a fait des fails. Mais C'est ça. d'ailleurs, je me pose une question, mais une 31 4, du coup, le meilleur tour. Non, une 31 119, le meilleur tour en course. Ouais. Ça sera intéressant de voir en F1 En, en la F1, on est aux alentours de une 10, une 10, une 12, quelque chose comme ça, non? je vais voir ça tout de suite. On Moi, est c'est à de une mémoire, c'est ce 12. que j'ai. Ouais. Une De mémoire, 12, ce que j'ai. une 12 lap record Hamilton 2021. Ah ouais, Ouais. ouais, ça fait une petite différence quand même. Bon, après, Ça c'est fait pas une du tout petite les. différence. Après, après c'est pas la même, ouais, c'est pas la même voiture. Les Ouais, pneus sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'on pourra peut-être faire un petit focus un jour sur cela, mais c'est lorsqu'on aura le temps. Mais c'est vrai que les pneus en Formule I, déjà, c'est des pneus mi-slick, mi-pluie. Et il n'y a oui, pas de changement de pneus. Ouais. c'est vrai. C'est C'est comme vrai, dans une voiture bah, en mode Mario Kart, le petit, ça on a l'habitude de le la dire, feuille de Mario genre, Kart. c'est un peu, C'est ça. c'est un peu le côté ludique de la Formule I. Ok, bah merci Yo-Yo. C'est vrai qu'en plus on en avait parlé lors du précédent épisode qui avait la Formule I. Et ben voilà, Ouais. on l'avait un peu zappé, mais on vous a fait quand même le petit récap et merci Yo d'avoir regardé du coup la Formule I. Voilà. Du coup, ça on en a parlé, l'IndyCar aussi. Et bah, ce qui nous attend la semaine prochaine, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est le 1000e Grand Prix de MotoGP qui va se dérouler au Mans, sur le circuit Bugatti au Mans. Du coup, Grand Prix de France. Un tracé qui est quand même exigeant, avec notamment la grande remontée sur les virages 3-4 avec le passage Dunlop. Mais ça donne envie de voir quand même nos Français briller avec Zarco et Quartararo. Qu'est-ce que t'en penses, Yo-Yo, pour ce 1000e Grand Prix? Est-ce qu'on verra un Français devant ou est-ce qu'on va avoir une sorte de domination comme sur les précédents Grands Prix, soit de Bagnaia, soit des KTM ou des autres Alors, je motos? pense Alors, certes, il y a une domination des Ducati et des KTM, mais quand tu regardes Zarco, s'il reste sur ses roues, il fait top 5 ou top 3 à chaque fois. Donc, je pense que s'il reste sur ses roues, on peut le voir aux avant-postes. Et ça, ce serait beau. Alors, honnêtement, pour Quartaro, j'espère rien. Il a peut-être une chance de finir dans le top 8, faire un top 10, mais ça va être compliqué. Et c'est vrai que Zarco, il peut faire un petit podium en France, ce serait cool. Franchement, ça serait génial. Bah, du coup, en tout cas, on vous donne rendez-vous pour le Grand Prix à 14h dimanche. Et, Et c'est en clair en plus. ça en clair sur Canal et ça mérite franchement d'être D'accord. regardé. Parce que déjà, Ouais. on vous le dit depuis 2 saisons, la MotoGP, c'est formidable. Et deux, franchement, Grand Prix de France, 1000e Grand Prix de MotoGP de l'histoire, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Et pour ceux qui hésitent à y aller, allez-y. Franchement, on peut y être allé plusieurs fois. Avec des Français en plus. Alors moi, j'ai le souvenir d'avoir vu Zarco dominer. Et à chaque fois qu'il passait devant le public se levait en mode stade de foot, mais incroyable, sur plus de 20 tours. Donc allez-y, les yeux fermés. Et d'ailleurs, je crois que la saison dernière, je crois que c'était un des circuits où il y avait le plus d'affluence lors de la saison de MotoGP. C'était le Grand Prix de France. Ouais. Donc en vrai, si contrairement à la F1, les circuits de F1 français ont tendance à être boudés, on va dire par la FIA, bah, en tout cas, ça donne bon espoir d'avoir
pourquoi pas un, mais pourquoi pas deux Grands Prix de France dans les saisons prochaines en MotoGP. Donc, ce serait cool. Ouais. T'as des choses à rajouter, Yo-Yo, sur l'actu sport mécanique, ou on a fait le tour? Je pense que pour le meeting, on a fait le tour. Après, si on veut parler, je pense qu'après, le truc à suivre également, je pense que tout le monde l'a vu cette semaine, les ça en parle dans les médias partout, un petit peu partout. Je pense que c'est le Jeep Explorer pour ceux qui veulent y aller quand il est en septembre. Pour rappel, qu'est-ce que c'est ce Jeep Explorer? Ben, c'est des streamers, des youtubeurs, des personnes en tout cas qui font de la création de contenu sur Internet et qui apprennent donc je crois qu'ils ont déjà commencé depuis un certain temps déjà, je crois quasiment septembre ou octobre, et qui apprennent à piloter comme des vrais pilotes de F4. Donc là, ils apprennent sur plusieurs circuits. Il faut qu'ils se forment, apprendre à piloter une voiture, la trajectoire, savoir comment fonctionne leur voiture, la sécurité, parce qu'on l'oublie, mais c'est très important également, parce que c'est des novices, et une voiture, c'est pas un jouet. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une F4, ça va 160 km/h maximum. Ok, mais ça fait 500 kg maximum, une F4. Donc, poids-puissance, c'est un petit Ouais, c'est missile. terrible. C'est quand même terrible. Et puis en plus, sachant que là, ils sont en train de s'entraîner sur des conditions où il pleut aussi au Mans, Exactement. donc c'est quand même, ça demande du temps et aussi de l'énergie. Exactement. Et puis, on aura quelques surprises normalement. Je crois que Julien Febvre a dit l'année dernière que s'il n'y a pas de Grand Prix, et vu que ça tombe pas sur le week-end, il n'y a pas de Grand Prix, il pilotait en commentant la course. Donc, on aura peut-être la chance de voir Julien Febvre en train de commenter une course en pilotant une F4. Oh, ça serait Et, formidable. et sachant qu'Alpine était sponsor, il y aura également, je pense, Gasly et Ocon qui font des démonstrations là-bas. Incroyable. Bah, affaire à suivre et puis on en parlera au travers des différents épisodes. Exactement. Très bien, bon, on peut reboucler du coup avec cette actu sport mécanique Ouais. pour cette semaine. Donc, si on résume, il y aura de l'IndyCar, il y aura du MotoGP, il y aura du WRC ce week-end, mais pas de Formule 1. Donc, on vous invite à suivre tout ça. Petite transition, on va du coup ouvrir la page plutôt catégorie Formula avec la F1 Academy. Donc il n'y avait pas de F2, il n'y avait pas de F3 ce week-end, mais il y avait la F1 Academy. La F1 Academy, c'est quoi? C'est la digne successeuse, on va dire, des W Series, qui met en compétition des pilotes femmes sur différents grands prix. Donc les W Series, c'est en même temps que la Formule 1, historiquement, mais la F1 Academy est complètement autre chose. Et là, on se retrouve sur des circuits 1 différents de la Formule 1 d'habitude, et en plus en concurrence aussi sur les tranches horaires. Donc c'est assez problématique. Et bah, ce week-end, il y avait le Grand Prix de Valence, et on a vu du coup 3 courses. Ça, c'est le format habituel, donc vous avez des essais, un peu comme en Formule 1. Il y a 2 séances d'essais ici. Il y a 2 séances de qualification, une séance pour la course principale et une séance pour la course 2 et la course 3 et en fonction du résultat de la course 2. Du coup, ça nous a donné première victoire pour El Kouabassi. Ensuite, il y a eu Bianca Bustamante et Marta Garcia, qui a gagné déjà sa 4e course en 2 week-ends. Donc, elle est largement devant, je crois, elle a 93 points ou un truc comme ça. Si on regarde ouais, voilà, c'est ça, 97 points et 71 points pour Al-Kouabati. Donc, en vrai, j'ai vu quelques images. C'est quand même assez disputé. Il y a quand même un bon niveau. Je trouve que contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir en W Series, c'est quand même un tout petit peu en tout. Notamment parce qu'avant, il y avait quand même Jamie Chadwick. Je dis pas ça parce que c'est ma pilote préférée, mais quand même. Mais on tenait à vous dire qu'il y a quand même une Française à suivre, Lola Liventos, qui est du coup 12e du championnat et qui est française, qui a 17 ans. Donc une future pousse de la catégorie Formula. Et on lui envoie tout notre soutien pour cette saison. T'as vu un peu des résumés yo-yo de la course ou pas? Alors, je t'avoue que c'est tellement pas médiatisé que quand je l'ai vu, c'est quand tu m'as dit, tu m'as envoyé le récap tout à l'heure, et que je t'ai dit oui.
J'avais complètement oublié qu'il y avait la Formule Academy. Et c'est terrible, honnêtement, c'est terrible. Et compliqué de trouver des informations, des vidéos dessus. Je suis obligé d'aller à chaque fois sur Instagram regarder ce qu'il y a ou quoi que ce soit. C'est triste parce que je pense, comme tu dis, certes, c'est moins disputé que peut-être que le W Series. Il ne faut pas oublier qu'elle vient d'arriver. Alors que la W Series, ça fait déjà plusieurs années que ça existait. Et donc, elles sont obligées d'apprendre la voiture, qui est quand même une F3, mais F3 modifiée. Mhm. Donc, c'est compliqué aussi de jauger le tout. Et honnêtement, ça mérite beaucoup plus d'exposition. Ouais, ça je suis bien d'accord avec toi. Plus d'exposition, on voit aussi ce week-end il y avait des tribunes assez vides à Valence. Il n'y a pas de médiatisation sur les grandes, soit sur la chaîne YouTube de la F1, de la Formule 1. Il n'y a pas Ouais. de médiatisation aussi autre part. Franchement, c'est Suzy Wolf, donc du coup la femme de Toto Wolff, qui préside la F1 Academy. Et franchement, j'ose espérer qu'elle augmente un peu le niveau de la communication qu'il y a autour de cette compétition parce que franchement, il y a des excellentes pilotes et je pense que certaines pilotes, à l'égard aussi de leur performance, comme notamment Marta Garcia, mériteraient amplement leur baquet soit en F2, soit en F3. Donc en vrai, ça serait quand même tout bénef d'avoir un coup de boost niveau médiatique sur la F1 Academy. Et on va vous faire comme tu vois, et tout à l'heure on parlait de Formule 1 et de GT France. Ben, ils auraient pu clairement le mettre pendant qu'il y a cette promotion dans des pays, par exemple en France à Manicourt. Je suis sûr qu'il y a un peu ils vont aller au Castellet. Le Castellet week-end-là sera vide. Ouais, malheureusement, Alors tu aurais pu le mettre pendant un week-end où il y a quelque chose au Castellet. Et comme ça fait la médiatisation, tu as du public. Sachant qu'en France, on est quand même assez sport automobile, il y a quand même du monde qui se déplace pour voir des courses. Et également, ça fait la mutualisation dans les deux sens, c'est-à-dire que les gens découvrent les Formula Series, et puis ils peuvent republier des vidéos, etc., de la Formula Academy, où tout le monde, comme ça, tout le monde peut regarder. ouais, et puis c'est comme ça que tu attires aussi un peu la hype, comme tu dis, d'avoir des gens qui repartagent le contenu, quoi. C'est ça. Et est-ce qu'on peut espérer, du coup, le Grand Prix à Austin, qui sera le 7e round de la F1 Academy, est-ce qu'on peut espérer que vu que ça sera aux États-Unis, il y aura peut-être un peu plus de communication ou la volonté de la FIA de mettre plus en avant la F1 Academy ou pas? Alors, honnêtement, je pense pas. La F1, c'est une hype, c'est un business aux États-Unis, c'est un business. Et je pense que la Formula Academy, ça, pour l'instant, c'est aux antipodes du business qui souhaite monter. Ils savent qu'il y aura personne qui va venir, donc niveau communication, c'est flou total. En sachant que, vu comment c'est parti, vu le classement que tu nous as montré tout à l'heure, 7e round, vu que c'est le dernier en plus, il va pas se passer grand-chose. Ouais, ouais, c'est ce qu'on peut craindre. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve hypant côté F1 Academy, c'est quand même, il y a 7 courses. Et franchement, les circuits sont stylés, hein. Tu vas Ouais, à Barcelone, ils sont allés, le week-end dernier, c'était en Autriche, au Red Bull exactement, ouais. Ring. Là, c'était à Valence. Il y a aussi Zandvoort, il y a Monza. Monza, c'est quand même le temple de la vitesse. Attends, il y a Barcelone. Barcelone, ouais. Le Castellet. Le Castellet, c'est quand même un beau circuit. Et Austin, l'enchaînement des virages rapides, il est assez technique. Franchement, c'est des beaux grands prix, quoi. Exactement, ouais. En plus que sur des vrais circuits, c'est-à-dire c'est pas sur des trucs en ville qu'on fabrique avec des grandes lignes droites. Alors certes, le Castellet, c'est la ligne droite, Monza, c'est la ligne droite, mais c'est la ligne droite qui est bien faite. C'est des circuits où il y a des portions avec des chicanes, des virages plus lents, des virages rapides. On est sur un vrai circuit, quoi, donc autant en profiter aussi. Ouais. Bah, en tout cas, on espère qu'elles auront plus de médiatisation et du coup, on suivra et on vous tiendra au courant de l'avancée du classement. Tu avais quelque chose à rajouter sur la F1 Academy ou non? Non, Ok. non, non. Et ben, on peut tourner la page de cette partie-là sur la F1 Academy et on souhaite tout le meilleur pour ces pilotes. Maintenant, go débrief F1.
Grand Prix de Miami. On se rappelle, franchement, si vous avez suivi toute la hype qu'il y a à côté, si vous avez vu le Grand Prix avec les stars qui sont venues, le show à l'américaine, c'est pas ici que vous allez trouver des clients de tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, Yo, mais je pense qu'on est à peu près dans le même ressenti. Je suis totalement d'accord avec toi. De ce côté-là, moi, le show américain, les stars, on peut les enlever honnêtement. Moi, ce que je veux, c'est la bataille sur la piste. Et honnêtement, c'est tout l'inverse. En gros, t'as un show qui est incroyable en dehors du circuit, et sur le circuit, t'as rien qui se passe. Et ouais, et c'est un peu le titre de cette section qu'on a baptisé un show sans saveur, parce qu'il n'y a vraiment pas eu de saveur. Et pour preuve, il y a eu une stat qui est sortie, c'est qu'en gros, durant la course, il n'y a eu aucun drapeau jaune, aucune virtual safety car, aucune safety car, aucun drapeau rouge, aucun DNF, donc c'est-à-dire aucun abandon, et aucune erreur durant les pit stops. Alors la dernière ligne, elle est importante parce que on pense que c'est limite le premier Grand Prix depuis l'ère hybride où il y a tout ça d'aligné. C'est-à-dire que en gros, les 20 compétiteurs engagés, les 20 voitures engagées sur 57 tours ont fait ce qu'on appelle un flawless, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun problème. C'est quand même un truc de fou. Et il y avait un graphique qui montrait que le pit stop qui a duré le plus longtemps, c'est parce qu'on a changé l'aileron avant je crois, de Sargent, je crois, il me semble. Ouais. Et c'est l'arrêt le plus long. Sinon, tout était parfaitement millimétré, ça s'est bien déroulé. Moi, franchement, il y a des trucs qui m'ont scandé dans le public, scandalisé, pardon. Quand tu vois en fait des gens être contents de passer à la caméra, certes c'est bien, mais quand tu vois par exemple, c'était des gens avec le t-shirt de Ferrari, il n'y avait pas de quoi être à la fête quand il y avait Ferrari, quoi. Je sais pas ce que C'est t'en ça. penses, Yo. Bon, je pense qu'on en est à une ère où les gens sont plus en train de se montrer pour les caméras ou venir dans un événement pour dire j'y étais, plutôt vraiment que de profiter de l'événement. D'ailleurs, je crois qu'il y avait des places. Alors, si ma mémoire est bonne, il y avait des places qui étaient en vente à un prix assez indécent, où tu n'avais pas vu sur le circuit et où tu entendais le bruit des voitures passer et où tu voyais juste, ben, t'avais des écrans pour voir ce qui se passait sur la piste. Donc rien que ça, c'est quand même incroyable. Ah, c'est un peu le concept à l'américaine, quoi. Exactement, c'est j'y étais et c'est ça. The show must go on, comme les Américains. Ouais. Bon, en tout cas, il y a eu Ouais. une course. Il s'est passé ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de problème majeur. Chose à noter, c'est que bah, on se retrouve en fait avec un Verstappen qui a surdominé le plateau. Il est parti 9e, il termine premier, et franchement premier à l'aise. Et je dirais pas que c'est une de ces victoires que j'ai le plus appréciée. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, Yo. Mais en fait, je l'ai senti en maîtrise, et on le verra tout à l'heure par la data, mais je l'ai senti en maîtrise totale, serein. Et pour moi, là, il avait le mindset des grands champions. Il n'a pas gueulé dans le micro. Il a demandé un truc à un moment, alors que son ingénieur lui a répondu, hein, je pense, un peu mal. Mais à un moment, il a demandé justement des datas, il a demandé comment il devait régler son aileron. Enfin, c'était millimétré. Tu sentais que là, Ouais. pour moi, c'était comparable au Lewis des grandes années, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a une maîtrise totale. Il a parlé, il ne demandait pas à ce qu'on fasse ralentir Perez ou quoi que ce soit. Il était concentré sur sa course, comme tu dis, il demande de la data. Ça montre que ce qu'il voulait, lui, c'est être vraiment à la perfection et faire un week-end parfait, quoi. Et alors, certaines personnes ne vont pas aimer, mais certes, c'est ce qu'on attend de lui. Ah oui, C'est ce bah, qu'on attend complètement. d'un Verstappen. Mais en plus, c'est pas facile pour lui parce que dans la présentation qu'il y a eu avant des pilotes, il a été sifflé par tout le public Ouais. qui est du coup acquis à la cause de Pérez parce qu'on rappelle qu'à Miami, je crois que c'est 70% de la population parle au moins espagnol, donc, Et mexicaine, je crois. Ouais. et mexicaine. Donc franchement, tout le monde était derrière Pérez, mais Verstappen a su se refocus et il a su maîtriser. Et en vrai, c'est ce qu'on attend des grands champions. Et je pense que là, il est en train de montrer que ça va le devenir une légende, quoi. Au même titre qu'un Fernando, qu'un Vettel, qu'un Hamilton. Je pense que là, il rentre dans la cour des grands avec des courses comme ça. Tout à fait d'accord. C'est vrai que ouais.
Là, il va quasiment vers son troisième titre, donc c'est vrai que là, il montre qu'il a atteint une certaine maturité. Assez jeune en plus, mais encore jeune, il faut qu'on le rappelle. Ça, c'est vrai. Et du coup, il y avait une stat, c'est pour ça qu'on vous a emmené un peu sur ce terrain-là, c'est qu'il y avait une stat, c'est que du coup, Max Verstappen rejoint Sébastien Vettel en termes de courses gagnées, celui qui a gagné le plus de courses avec Red Bull. Ils ont tous les deux gagné 38 courses. Bon, on pense qu'il va quand même le battre cette saison, ce record. Mais ça montre déjà, un, sa longévité avec Red Bull, et deux, bah, son ultra domination sur les dernières saisons. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est ça, un petit peu à prendre avec des pincettes. On est sur des saisons qui sont beaucoup plus longues qu'avant aussi. À l'époque de l'été, on était plutôt sur des saisons à 15-16 courses, alors que là, on est autour de 23 courses, donc il y aura quand même 7 courses. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça montre en tout cas sa longévité et sa régularité avec sa Red Bull. C'est vrai que tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais avant, les saisons ne dépassaient pas les 20 circuits sur la saison. Exactement. On était plus sur 17, 16 courses, Ouais. mais rarement au-delà des 20. Du coup, bah, si on refait le top 10, qu'est-ce qui s'est passé? Verstappen premier, Perez second, Alonso troisième. Troisième. Alonso, c'est le meilleur des autres, on va le dire. Meilleur que les Red Bull. Enfin, meilleur autre que les Red Bull. Bien sûr, Et une Red Bull serait peut-être meilleur que les autres, hein. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais Fernando, il est exceptionnel. Pour vous faire la petite anecdote, ce qui s'est passé durant ce week-end, Grand Prix, et Fernando dit beau dépassement dans la radio pour dire que Stroll avait fait un beau dépassement parce qu'il l'avait vu sur l'écran géant. Donc le mec est en train de piloter à plus de 250 km/h, 300 km/h. Il voit sur l'écran géant que Stroll fait un dépassement, il le dit à la radio. Franchement, il est trop. Il est trop à ce niveau-là, quoi. Mais Russell, quatrième aussi. Si on doit souligner une belle perf ce week-end, autre que les Red Bull, je pense qu'il y a aussi les Mercedes qui du coup ont un peu défailli en qualification, mais qui en rythme de course, et notamment Hamilton qui a eu un très très bon rythme de course. Bah, elles ont su en fait tirer un peu leur épingle du jeu. Surtout que derrière, bah, les Ferrari ont un peu de choc. Franchement, Ouais, ça, Alex n'est pas là, mais je pense que ah ouais, bah, là, Ouais. là, il pleurerait. Mais bah oui, pour vous faire là, un peu la transition, Leclerc qui en qualification a mis la voiture dans les rails. Et Sainz qui n'a pas de rythme, franchement, sur les derniers Grands Prix. En plus, il se prend une pénalité de 5 secondes bêtement parce qu'il fait un excès de vitesse dans les stands. Enfin là, ils n'ont pas de chance, les supporters de Ferrari, parce que les saisons d'avant, c'était surtout la stratégie et le management qui pêchaient. Et là, on a plus tendance à dire que c'est les pilotes. Je sais pas ce que tu en penses, Yo, mais c'est quand même dommage. Alors, je sais pas si c'est les pilotes ou la voiture qui pêche. Ah ouais? Ouais. Parce que un Leclerc qui fait beaucoup d'erreurs, c'est un Leclerc, généralement, c'est un pilote, soit il n'a pas confiance en sa voiture, soit il surconduit sa voiture parce qu'il est obligé d'aller chercher plus que ce que la voiture permet. On le voit durant plusieurs courses, c'est lui qui va. C'est soit il va trop vite sur un vibreur, soit il freine super tard. Donc, je pense que les Ferrari vont vraiment limiter. Alors, Leclerc, lui, va vraiment limiter de voiture. Et contrairement à Sainz, je pense qu'il, lui, ne prend pas de risque autant que Leclerc. Mais on voit que la voiture n'a pas de rythme grâce à la voiture de Sainz. Ouais, c'est plutôt bien vu. Du coup, tu dirais que, par exemple, la faute de Leclerc quand il va dans le tas en qualification, c'est plus à cause de la voiture ou à cause d'un excès d'engagement, ou les deux? Je dirais que c'est à cause d'un essai d'engagement, mais à cause de voiture. Ah ouais? Ouais. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Et du coup, tu penses que... Parce qu'en fait, on a eu les dates un peu des packs d'optimisation pour Ferrari, qui va se faire en 3 étapes, il me semble. Il va y avoir Barcelone avec un kit, on va dire d'amélioration, un kit Monaco qui sera exclusivement dédié à Monaco et un kit pour après. Je sais plus où ça sera, mais pour juste le Grand Prix d'après. Tu penses qu'avec ces packs d'amélioration, ils vont essayer
combler l'écart qu'ils ont avec Red Bull ou juste déjà revenir sur potentiellement Mercedes et Aston Martin? Ouais, je pense que là, on sera vraiment sur du revenir sur Aston et Mercedes. En tout cas, asseoir leur deuxième position. Ok. Après, je cherche Red Bull. Je pense que on a compris que c'est pas possible. À la limite, il faudrait développer une voiture pour l'année prochaine déjà, ce qui est sûrement le cas déjà chez Ferrari. En tout cas, déjà Ouais. reprendre la deuxième place, c'est l'objectif de Ferrari. Ok. Bon, on suivra ça avec intérêt. Donc, pour rappeler du coup la fin du classement du top 10, Sainz 5e, Hamilton 6e, belle course d'Hamilton, qui débutait 13e. Leclerc, Gasly, Ocon, les Et Alpines Alpine, troisième. qui marquent des points. Et Magnussen dans le top 10. Franchement, Magnussen, incroyable. Franchement, il nous a fait une belle course. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Un beau week-end. Au global, même en qualif, il était. Ouais, c'est vrai que les As étaient plutôt bien positionnés sur les différentes phases d'essai, de qualif et aussi de course. Donc ça, on l'a passé. Dans le débrief, petit moment un peu rigolo du Grand Prix qui fera pas plaisir aux supporters de Ferrari. Il y a Russell qui a dépassé Sainz au 39e tour et il s'est permis de chanter à la radio pour fêter ce dépassement. En plus, le dépassement était beau parce que c'était sur une zone de freinage. Mais je trouve que c'est le petit moment fun de ce Grand Prix avec aussi Fernando. Fernando, c'est un moment fun tous les 15 tours à peu près. Donc, voilà. C'est pour dire qu'il n'y avait pas grand-chose durant ce Grand Prix, hein, si on en vient à Ouais. dire ça. Du coup, avec tout ça, quel est le classement? Donc, niveau classement constructeur, on a Red Bull à 224 points. Là, ça commence à causer. J'ai regardé un peu dans les données. Là, on est au niveau de ce qu'a fait McLaren dans l'année 1985. On est dans Ferrari 2004 et on est dans Mercedes 2018. Donc, du coup, semble-t-il, là, on a Red Bull 2023. Donc, c'est une surdomination totale. Il n'y a pas à dire. Il y a Mercedes qui revient très fort sur Aston Martin, se repositionne à 6 points de Aston Martin. Ferrari qui commence un peu à laisser des points à côté. McLaren qui se voit Alpine bien rebondir et les rattraper. As, grâce à Magnussen qui marque un petit point et qui se détache un peu d'Alfa Romeo. Et puis après, AlphaTauri et Williams, c'est encore un Grand Prix compliqué en tant que fan de Williams, mais on survit et on apprend. Mais je trouve on est mieux que les saisons d'avant. Donc c'est bien engagé. Un petit avis, Yo-Yo, sur ce classement par équipe? Non, je pense qu'il est assez cohérent en tout cas. Pour moi, Alpine devrait être devant McLaren. Ça, c'est indéniable niveau performance. Et puis sinon, il est assez cohérent avec ce qu'on voit depuis le début de la saison. Euh, non, Red Bull, je pense que Red Bull sera sur un record de points de la saison qu'on n'aura jamais vu en F1. Ça, Ouais. c'est clair, net et précis. Et puis, on aura une belle petite bataille entre Aston et Mercedes une fois que tout le monde aura, je pense, aura trouvé la bonne voiture et le bon équilibre. C'est vrai. Bonne analyse. Du coup, parce qu'on a fait le classement des équipes, sur le classement des pilotes, là, Verstappen reprend un peu d'avance sur Perez. 119 points pour Verstappen, 105 pour Perez. On a le petit Fernando qui fait que des top 4. Enfin, il a fait un top 4 et après que des top 3 depuis le début de la saison, donc 75 points. Hamilton, franchement, on le voit pas trop, mais il est là, hein, 56 points. Et après, ça descend. Et Leclerc, 34 points. Donc ça veut dire que la Sainz a 10 points d'avance sur Leclerc. Est-ce que tu penses que ça va jouer dans la stratégie plus on avance dans la saison? Et si Leclerc n'arrive pas à rattraper ce gap, est-ce que tu penses que Sainz va finir votre pilote numéro 1? Euh, non, je pense pas. Honnêtement, je pense que Leclerc, en un ou deux Grands Prix, il va le dépasser. Ok, le pari est pris. Honnêtement, Sainz, c'est le pilote Ferrari qui ne fait rien et qui a peur de sa voiture. Ok.
affaire à suivre. Et en tout cas, Russell 40 points à 16 points d'Hamilton. C'est bizarre parce qu'on a l'impression que Russell fait des meilleures courses, mais Hamilton en fait est beaucoup plus régulier. C'est Donc, ça. est-ce que c'est pas un peu le maître mot, la régularité, qu'on va devoir avoir à travers ces 23 courses de cette saison? Hmm. Si, c'est obligé. De toute façon, à tous les niveaux, hein. Quand tu regardes tous les niveaux, Verstappen, s'il continue comme ça, c'est régulier. Perez ne pourra pas le rattraper. Alonso, je pense que pareil, sa régularité est 3, 4, 5. Il finit 3, 4, 5. Il est dans le top 3 fin de la saison. C'est vrai. Et C'est après, vrai, c'est vrai. ben, les autres, Sainz, ce qui fait qu'il est là aussi, c'est sa régularité parce qu'il fait pas de fautes. Certes, bon, après, il va pas loin, mais derrière lui, ça fait des fautes, quoi. Stroll, qui finit loin hier. Leclerc, qui fait que de se cracher. Russell, c'est la voiture qui n'est pas assez régulière en ce moment. Donc, une fois que ça sera remis en place, je pense que Sainz, s'il ne se bouge pas, il va se retrouver derrière tout seul. Ah ouais, le pauvre Sainz. Bah, on suivra en tout cas. Ce qui lui plaît pas trop en ce moment, c'est de se faire dépasser par Alonso à chaque fois. Euh, parce qu'Alonso est vraiment la grande menace pour tout le monde, j'ai l'impression. Et t'as l'impression que tout le monde a peur de lui. Et personne s'attend à ce qu'il soit à ce niveau-là. Après, je pense que Sainz, c'est plutôt une guerre d'ego, quoi. Tu vois, c'est l'Espagnol qui était censé prendre la succession d'Alonso et il n'y a pas de succession, quoi. Ce ne sera jamais la star espagnole en F1 en Espagne. C'est vrai. Bon, en même temps, ça sera une star pour nous, quoi qu'il arrive. Fernando, ça restera Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, en Espagne, pareil, Fernando, c'est une star, alors qu'il serait pas en F1. Alors certes, ce serait une star sans être en F1. Derrière, tu aurais Sainz, serait comme l'Espagnol, le chouchou du public, alors que l'homme, il est masqué par Alonso. C'est vrai. C'est vrai. Alors que tu as une transition qui a l'air de plutôt bien s'opérer entre Hamilton et Russell Ouais. en termes de Britanniques qui vont briller. Ouais, c'est vrai. Tu as plutôt raison. Euh, donc c'était surtout ça pour le débrief, on va dire, plus classique, côté Grand Prix de Miami. Maintenant, au niveau de la data, donc vous savez, on suit la data grâce à notamment le compte F1 Data Analysis. Et on en parlait un peu en pré-live. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Et ben en fait, on a vu un Verstappen avec une régularité, comme on a rarement vu depuis qu'on étudie ces données-là. C'est qu'en fait, bah, il a démarré 9e, donc en gros, il se retrouve dans le gros paquet du départ. Mais une fois qu'il a trouvé son rythme, il l'a pas lâché. La seule fois où il a pu le lâcher, c'est quand ses pneus médiums du départ ont commencé à faiblir. Mais après, il est devenu hyper régulier. Et plus la voiture perdait en essence, plus bah, en gros il était maître de sa voiture. Euh, sur ça, bah, déjà on parlait aussi du rythme d'Hamilton, qui est pas très loin de celui de Verstappen en termes de régularité, mais très loin en termes de performance, surtout à cause de la voiture. On rappelle que Verstappen a fait un pic à 350 km/h en course, Encore ça. donc c'est quand même monstrueux. Pour toi, on en parlait un peu au début de ce sujet-là, mais est-ce que là, on a un pilote qui a le talent, plus la voiture, plus aussi un- une partie chance qui va avec le champion, mais est-ce que tu penses qu'il y a la bonne alchimie là pour avoir une des saisons la plus maîtrisée par un pilote? Ouais. Alors, je pense, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment le pilote parfait actuellement. Il a la mentalité, il commence à avoir expérience aussi. Et le facteur chance, forcément, il faut qu'il l'aime. Et la Red Bull, honnêtement, aujourd'hui, peut quasiment rien lui arriver. Sauf erreur, comme tu on l'a eu en qualif, où c'est indépendamment de leur part. Ils savaient que sinon, on a clairement le top du top, le pilote, la voiture. Et puis, les conditions aussi sont avec lui, quoi. Il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui met en péril euh, tout ça. Et puis, on le voit là sur le graphique que tu montres, la régularité, elle est juste incroyable. C'est linéaire. Franchement, tout ingénieur en F1 rêverait d'avoir un pilote qui a, qui montre que la voiture est tellement parfaite qu'il arrive à la maîtriser comme ça. Et je vous encourage à regarder sur la chaîne. On avait fait un sujet focus notamment sur le rythme de course qui avait très bien expliqué Yo-Yo et Alex. Et on vous expliquait notamment bah,
pourquoi c'était important d'avoir un bon rythme de course. Et là, on le voit. C'est que, en gros, même en démarrant 9e, avec un rythme de course maîtrisé, on arrive à aller jusqu'au bout. Et il y a un autre pilote qui arrive très bien à le faire, plutôt dans la gestion aussi de sa monoplace, c'est Fernando Alonso, parce que son passage en fait en endurance lui a permis d'avoir sur des longs runs l'expertise pour vraiment maîtriser son sujet et sa voiture. Est-ce que tu penses que grâce à diverses expériences, notamment l'endurance, on peut en parler d'endurance, mais si on peut parler par exemple de rallye ou autre, est-ce que tu penses que des pilotes venant d'autres catégories pourraient en fait apporter quelque chose à la F1 en termes de performance? Ah ouais, je pense que bah, totalement, quand tu regardes. Alors, faut qu'on voit où il est Magnussen. Alors, la voiture Magnussen n'est pas la meilleure. Et clairement, quand on regarde Magnussen, quand même, ça c'est comme un. Bah, là, on le voit avec sa voiture, ce qu'il a fait ce week-end. C'est incroyable. Et t'as très vu le pilote qui ferait avec la Haas, que lui arrive à faire. Alors, Hülkenberg, faut pas le critiquer parce qu'il fait comme. Il revient, c'est sa saison de retour. Mais clairement, Magnussen aussi fait un très bon week-end. Et on voit que les pilotes qui sont en endurance, en tout cas les pilotes qui sont sur asphalte, peuvent apporter quelque chose à la F1 aujourd'hui. Je pense Ouais, qu'un gros Jean qui a un IndyCar reviendrait. Il ne sera pas perdu avec sa F1. Euh, et puis on voit De Vries aussi. Alors De Vries, c'est compliqué un peu, mais De Vries qui revient de Formula I, c'est vrai. il est pas trop mal aussi. Hein. Non, c'est vrai, il est pas trop mal. Et du coup, oui, tu parlais de Magnussen, donc c'est la courbe qui est en plutôt blanche ici. Et en fait, on se retrouve, malgré le paquet de départ, donc ça, au départ, les 5 premiers tours, vous pouvez pas trop tirer des tendances, parce qu'en fait, on se retrouve dans le paquet. Mais en fait, il a su gérer ses pneus dès le départ, et après, il a plutôt une forme un peu aléatoire. Et en fait, je pense que c'est notamment à cause du fait qu'il soit dans le paquet DRS. Donc, ce qu'on appelle le paquet DRS, Ouais. c'est quand vous avez en fait des voitures qui sont tellement proches que ça crée en fait un bouchon. Et en fait, vu que tout le monde a le DRS, bah, tout le monde a la même quasiment vitesse de pointe. Et en fait, personne n'arrive à se déplacer, ce qui est dommage. Et tout le monde vide sa batterie du coup dans les lignes droites pour essayer de se déplacer avec le DRS, mais personne n'y arrive. Donc en fait, à mon avis, il s'est retrouvé bloqué là, aussi avec Ocon, Bottas, et tous les autres. Donc pas facile pour lui de gérer, quoi. Ouais. Après, tu vois, il y a une très bonne gestion. Tu vois, c'est quand même c'est assez répétitif. Ouais, Le motif est assez oui, c'est vrai. répétitif aussi. Donc, ouais. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de régularité, on en parle un tout petit peu en pré-live aussi, pour ceux qui étaient là. Bah, on vous parlait en fait des vitesses dans le tournant le plus lent du circuit à Miami. Et en fait, bah, c'est les vitesses mesurées dans ce virage le plus lent. Et en fait, on voulait montrer bah, une régularité phénoménale de Ocon, qui est un peu le mode robot du pilote activé ici. C'est-à-dire que sur les tours mesurés sur ce virage lent, et ben, il a que 1 km/h d'écart entre le passage le plus vite et le passage le plus lent, ce qui lui fait une belle moyenne à 68 km/h. Et en fait, on voulait attirer votre attention sur une chose, c'est que on vous en parle souvent, que la vitesse ne fait pas tout. Pourquoi? Parce que par exemple, Gasly, qui a une moyenne la plus haute à 69 km/h dans ce virage le plus lent, bah, c'est pas celui qui est le plus rapide en course. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout l'intérêt, c'est d'être régulier et aussi en fait, bah, d'être performant sur tout le reste du circuit. Et là où on voit où il y a des Tsunoda qui sont par contre à 64 de moyenne, bah là, c'est pas suffisant pour aller chercher des dépassements. Donc Yo-Yo pourra vous en parler, je pense, pendant des heures du rythme de course. Mais Rythme de course, c'est aussi la vitesse embarquée et la trajectoire aussi, ouais, parce que ouais, la personne qui rentre le plus rapidement dans un virage, c'est pas celle qui ressort le plus rapidement aussi. et ça, c'est exact. Et c'est vrai que ça, on en parle souvent si vous faites un peu de course sur des jeux vidéo. La trajectoire, c'est ce qui fait la différence dans 90% des cas en, en course. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, aux gens qui, comme on peut s'ennuyer sur un Grand Prix de Miami, si on doit regarder quelque chose et apprendre quelque chose, par rapport à ça, qu'est-ce que tu conseillerais de regarder dans un Grand Prix? Parce que je commence à regarder deux choses, enfin trois choses. Les points de freinage, c'est-à-dire où les gens freinent exactement. Vous verrez que sur chaque circuit, il y a des panneaux à gauche
100, 150, 50. Il y a des bandes blanches aussi auxquelles on ne fait pas très attention. Des fois, ça peut être un élément visuel. Par exemple, comment ça s'appelle? Aspa, ça peut être la cabane qui est à droite, euh, près du Rédillon. Ça peut être également un arbre ou quoi que ce soit. Donc faites attention vraiment à ça. Et regardez où il freine et où il réaccélère. Le petit compteur, généralement, qui est affiché des fois on peut voir sur les tours embarqués. Regardez ça, vous verrez que déjà, rien que ça donne des indications. Ensuite, la trajectoire également. Entrée de virage où le pilote il est. Donc, généralement, très extérieur. Des fois, la route touche l'herbe. Et puis, regardez comment ça va dans le virage et où il ressort. Après, je pense qu'on pourra le voir peut-être lorsqu'Inco mettra une vidéo à l'occasion. Mais généralement, c'est toujours à l'intérieur du virage, il est quasiment sur le vibreur. On ressort à l'extérieur d'un virage, quasiment soit sur le vibreur, des fois dans l'herbe, ou en tout cas toujours le plus extérieur possible. Ce que permet la piste et les track limits imposés par les FIA. Et ensuite, troisième chose, auquel on ne pense pas, mais les marques au sol. Alors c'est bête, les marquages au sol où passent les voitures, c'est vrai que c'est toujours plus sombre et où freine également. En fait, la partie est toujours plus sombre parce que trace zéro. Et également, vous verrez qu'il y a une zone qui est nette, alors qu'à d'autres endroits, il y a des petits boules de gomme. Donc, lorsqu'il y a des petits boules de gomme, c'est-à-dire que les voitures ne passent pas là. Et en plus, si tu ramasses les petites boules de gomme, ensuite tu dois nettoyer toi-même tes pneus Exactement, en essayant de freiner, de cramer la gomme que tu as récupérée. Bah, trop intéressant, merci Yo. Ouais. Mais je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler avec un circuit qui est un peu spécial pour ça, qui est Zandvoort, où là les trajectoires sont très importantes, et notamment avec un virage qu'on appelle en banking, donc qui est légèrement surélevé. Il y a une inclinaison, et en fait vous verrez dans ce Grand Prix-là qu'il y a des trajectoires, soit on prend tout en bas, soit on prend tout en haut pour avoir un maximum de relance après le virage. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lors du Grand Prix de Zandvoort aux Pays-Bas. Exactement. Et petit conseil d'ailleurs pour ceux qui veulent jouer ou qui veulent se lancer dans le jeu, n'essayez jamais d'être plus rapide, mais essayez toujours d'avoir la meilleure trajectoire. Et vous verrez que vous serez rapide automatiquement. Excellent conseil, que je ne suis pas trop de temps en temps, mais excellent conseil. Mais tous les jeux de course sont basés là-dessus, c'est la trajectoire qui est la plus importante. Merci Julio pour ces précisions. On a fini la partie data et débrief du Grand Prix de Miami. Du coup, petite transition. Maintenant, Road to Imola. Imola, Grand Prix mythique. Pourquoi? Parce que c'est la mort, c'est le Grand Prix où il y a eu la mort de Ayrton Senna. Et c'est un circuit un peu atypique. Donc c'est le Grand Prix d'Emilia-Romagne, en Italie. Donc premier Grand Prix en 1980, 63 tours, 4 km 9, et surtout une particularité comparée au Grand Prix qu'on a eu depuis le début de la saison, c'est que vous allez avoir une seule zone de DRS. Et ça va nous intéresser. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette zone de DRS, elle va être importante pour pouvoir dépasser, mais c'est aussi que les pilotes vont devoir jouer un peu avec leur talent pour aller chercher des dépassements dans d'autres endroits, notamment les virages un peu plus lents. On pense notamment au virage 7 qui a un peu un U. Vous avez, comme le disait Yu avec les trajectoires, la possibilité aussi de bien vous relancer, avoir une petite remontée. Du coup, ça sera dans 10 jours, donc c'est dans 2 semaines qu'il y aura le Grand Prix d'Emilia-Romagne. Pour les dates, donc du coup c'est 19 commencent les essais 1, donc c'est pas un format sprint, c'est un format classique. 16h les qualifications le samedi et 15h la course. Petite question pour toi Yo-Yo, qu'est-ce que toi t'en retiens de ce Grand Prix d'Emilia-Romagne? Est-ce que c'est un que tu mets parmi tes préférés? Est-ce que c'est un que t'attends? Comme on le disait lors des différents épisodes de cette saison, c'est un des premiers circuits, on va dire, un peu vrai circuit qu'on va avoir. Exactement, ouais. Est-ce que tu en attends quelque chose, toi, de ce Grand Prix-là? Alors, je suis plus fan. Après, moi, c'est ancienne école où je suis fan des anciens circuits. Donc, toujours content de retourner sur un circuit, en plus, un circuit mythique. Alors, certes, marqué par la mort de Senna et de je sais pas comment il s'appelait, Radsberger, ou pas Ravensberger, mais Radsberger.
Mais c'est vrai que. Et puis c'est un circuit qui est assez complexe. Alors, il y a une zone des détections comme tu l'as montré, mais il y a des chicanes, parties très lentes, et d'autres parties qui sont assez rapides. Donc le début, où tu as un gros freinage pour la première chicane, ensuite ligne droite, virage assez rapide. Exactement, ouais. Ouais, tu mets sur scène. Ouais, on va mettre la vidéo sur le stream. Donc, si Ouais. vous êtes en format podcast, vous pourrez la retrouver notamment sur YouTube. Donc, on met ce qu'on appelle un on-board, donc la caméra embarquée sur Verstappen, et c'était sous la pluie. Donc, ça devait Ouais. être la saison précédente. Ouais, ouais c'est la saison dernière où il a plu, je crois, pendant les qualifs. Ouais, exactement. Et du coup, c'était un des tours les plus rapides. Donc, c'est pour vous illustrer un peu nos propos qu'on vous met ça. Donc, ouais, circuit, on va dire, aussi atypique parce que c'est aussi un bitume course, C'est circuit. ça. Est-ce que toi, t'attends plus de spectacles qu'à Miami quand même? Ah, mais ça, c'est sûr, ouais, plus de spectacles. Sachant que les Grands Prix d'Italie ont toujours été assez exceptionnels ces dernières années, que ce soit Imola, que ce soit, comment ça s'appelle? Où ils vont en MotoGP, j'oublie le nom à chaque fois. Euh, Ah oui, je vois. Mais j'ai oublié aussi. euh, j'ai oublié le circuit. Le Mugello, Mugello, voilà. exactement, Mugello ou à Monza. Dans tous les cas, on a toujours vu soit des victoires françaises, soit des Grands Prix rebondissements avec des safety cars, des machins comme ça. Donc c'est vrai que j'en attends beaucoup. Et Et puis on attend un retour des Ferrari aussi, parce que c'est vrai que voilà. alors j'ai lu quelque chose, donc ça fait maintenant 10 jours, c'est qu'à cause des mauvais résultats de Ferrari, les Italiens ne vont de moins en moins voir les Grands Prix de F1. En sachant qu'avant les tifosi, c'était quand même les spectateurs les plus mythiques sur un circuit au monde. Donc autant dire que si on perd tous les tifosi, Ouais, là, ça va être c'est chaud. compliqué. Ouais, c'est clair que. Puis en plus, c'est Imola ou Monza où l'écurie, enfin l'usine Ferrari est vraiment à côté, À Monza. à Monza. Imola, Ouais, c'est plus AlphaTauri. exactement, ouais. Ok. Ouais, en plus, circuit quand même un peu particulier. Comme on disait, il y a des montées, il y a des descentes. Est-ce que tu penses que c'est un circuit où on peut avoir en fait une contre-perf ou on va dire plutôt une autre voiture que la Red Bull qui arrive à se hisser au sommet? Ou est-ce que tu penses que la Red Bull est taillée peu importe le circuit? Alors je pense que Red Bull est plus pour le circuit, par contre, on pourrait voir justement des voitures qui se rapprochent un peu plus de Red Bull. Ok. Par exemple, là, la Stone, on pourrait peut-être l'avoir un peu plus faite pour ce circuit. Pareil pour la Mercedes. C'est vrai que, par exemple, on aurait fait Hamilton galérer ce week-end, se plaindre pas mal. Et je pense que ceux où il y a sur les prochains Grands Prix qui sont sur des circuits mythiques et qui existent depuis longtemps, on pourrait les revoir de retour. Ouais, tu fais bien d'en parler parce que est-ce que c'est pas un tracé aussi qui commence à se rapprocher un peu plus de la physionomie un peu de la Mercedes, qui est très forte dans les courbes un peu rapides, mais tant qu'il n'y a pas de ligne droite ou des circuits comme en Arabie Saoudite, là, sur des circuits comme ça, elle peut gérer, quoi. Parce qu'on sait Exactement, ouais. que l'un des problèmes de la Red Bull cette année, s'ils en ont un, c'est bien en fait les virages lents, qu'ils ont du mal en fait à aller chercher de la vraie perf dedans. Et ils pourraient avoir en fait un phénomène un peu de glisse sur certains virages de Imola. Est-ce que tu penses que ça peut leur jouer des tours? Et est-ce que pour la première fois de la saison, on peut attendre la pluie pour ce Grand Prix? Mais j'espère qu'il y aura de la pluie parce que l'année dernière, c'était une séance d'essai incroyable. C'est vrai. Avec un Magnussen qui était bien placé, Alonso on fire. Donc ça va être incroyable de ce côté-là. Et niveau course, j'attends honnêtement des dépassements. Je pense que un Hamilton, un Russell également qui performe bien. Alors on aura peut-être deux Red Bull encore loin devant. On pourrait avoir une bataille entre Stroll, Alonso et Hamilton, Russell et Leclerc. Ah ouais. Ouais, Un une petite beau, bataille à 5. un Exactement. beau tiercé. Sachant que ce qui est important de noter, et ça on vous l'a pas précisé, mais on vous l'avait déjà dit la saison d'avant, c'est que quand vous avez des grands prix,
Ce qui est important aussi, c'est d'avoir sur l'asphalte, c'est d'avoir en fait des voitures qui passent avant pour gommer la piste. Et en fait, là où à Miami, il y avait que le Grand Prix de Formule 1, surtout que c'est un asphalte qui a été refait, donc du coup, il était hyper clean. En plus, avant la course, il n'y a plus, donc du coup, ça a tout nettoyé. Du coup, il a fallu reprendre tous ces repères au niveau de la gomme. En fait, là, vous allez avoir Formule 3, Formule 2 et Formule 1 dans le même week-end. Est-ce que tu penses que va y avoir vraiment du spectacle et que c'est un des grands prix à suivre avec la Formule 2, Formule 3 ce week-end? Alors, Formule 3, c'est pompon. Honnêtement, ne ratez pas ça. Je pense que vu la philosophie du circuit et les chicanes qu'il y a, on risque de voir des choses, des voitures décollées ou des voitures en tout cas se rentrer les unes derrière les autres. On risque de voir pas mal de beaux dépassements aussi parce que c'est un circuit qui, alors, à certains endroits, permet d'être à 2 ou 3 de front. Oui. Donc de ce côté-là aussi, ça va être beau. Et puis avec la fougue des jeunes, allons-y. Et pour la F1, comme je dis, je suis assez mesuré. Je pense que Red Bull sera encore devant. Et je pense qu'on aura une belle bataille entre les trois autres écuries. Parce qu'ils sont à un niveau égal, je pense, sur des circuits comme celui-ci. Et puis derrière, je pense que les Alpines et les McLaren nous offrent aussi un beau spectacle pour les places d'honneur. Ok, c'est noté. On prendra rendez-vous du coup pour l'épisode 7 des Seigneurs de la F1 qui sera un débrief de Grand Prix de Imola. Maintenant, c'est l'heure de passer au prono, Yo-Yo. Ouais. T'avais vu juste Verstappen-Perez, mais bon, t'avais mis Leclerc, Leclerc troisième. Je pense qu'on va oublier maintenant de mettre Leclerc Exactement. aussi haut. Je vais dire top 5, mais pas plus. Ah ouais, ouais. Franchement, et encore, hein, là, c'était compliqué pour lui, hein. Du coup, pour Imola, toi tu vois qui dans le tiercé? De toute façon, le circuit en ville c'est terminé, donc Perez c'est fini, il va pas gagner. Donc Verstappen, Perez, Oh, tu dis et terminé, puis mais tu le mets quand Russell. même. Non, mais je veux dire qu'il sera pas premier. Mais Verstappen en premier, Perez en deuxième et Russell en trois. Ah, Russell. On rappelle que Russell, c'était quoi, il y a 2 saisons où il s'est chopé avec Bottas, Ouais. avec la fameuse séquence où ils sont percutés à plus de 300 km/h et après Russell qui vient prendre des nouvelles et Bottas qui lui fait un doigt d'honneur. Ou l'inverse, je sais plus. C'était un des deux qui faisait ça. Ok, Mais ouais, c'est noté. pour moi, c'est ce top-là. Et tu dis Pérez, mais bon, tu le mets deuxième. Ouais, deuxième, ouais. Ouais, mais tu disais que c'était fini pour lui vu que c'était plus en ville. Oui, il va plus gagner jusqu'à Monaco, quoi. Du coup, tu le mets déjà en prono pour Monaco. Ouais, j'ai mon vainqueur pour Monaco, ça c'est sûr. Le circuit, c'est ça, c'est son circuit. Ok. Limite, on pourra prendre déjà les paris quand ça viendra. Du coup, Verstappen, Perez, Russell. Ok, on attendra le prono de notre brave Alex pour compléter tout ça. Moi, de mon côté, oh là. En fait, pour moi, tout va dépendre de s'il pleut ou s'il pleut pas. Exactement, ouais. C'est vrai que ça change tout le week-end. Parce qu'en fait, on a jamais vu les monoplaces 2023 sous la pluie. C'est le plus. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, Le problème, c'est que s'il pleut, t'as Alonso qui gagne. Pour moi, c'est un Alonso Hamilton qui gagne s'il pleut. Par Attends, contre, s'il pleut pas, j'étais en train de mettre un Alonso parce que ça serait exceptionnel. Alonso qui gagne, franchement, moi j'ai envie de voir ça dans la saison. Je signe. Je mettrais bien un. Ah non, je vais quand même rester sur Verstappen parce que pour moi il est clairement au-dessus, peu importe exactement. ce qui lui arrive. Verstappen, Alonso, Hamilton. Parce que ça va être, je pense, un petit circuit à l'expérience. Et pour moi, là, c'est les trois qui dominent à l'expérience. Ouais, je suis d'accord. Ok, merci Yo pour les pronos, merci pour les précisions et le débrief.
Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, concernant la F1, concernant le sport auto, moto? Non. Moto, ne ratez pas Grand Prix de France parce que ça risque d'être incroyable. Bah merci. Bah merci à vous de nous écouter. Et puis bah rendez-vous dans 2 semaines pour le débrief dans 15 jours pour le débrief de Imola, en espérant voir une course beaucoup plus attirante que celle de Miami. En attendant, bah on vous fait des bisous et rendez-vous dans 2 semaines. Ciao! Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Sénats de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Sénats de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.